Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition du vendredi 22 octobre 2010, nous évoquerons l'ouverture aujourd'hui du Salon de l'immobilier à Nîmes, l'extension du service des urgences au CHU Carremo et la création d'une maison médicale de garde. Enfin, nous reviendrons sur la première journée de la 53e édition du Critérium des Cévennes, avant-dernière manche du championnat de France des rallyes dont le départ a été donné hier soir à Montpellier. Et nous ouvrons ce journal par la grogne des syndicats qui entendent peser encore sur le débat concernant la réforme des retraites dont la lecture a été accélérée depuis hier au Sénat. Alors que les stations essence semblent retrouver un rythme normal de ravitaillement, c'est désormais les plateformes logistiques des grandes surfaces qui sont visées par les syndicalistes. Au travers de blocus et de barrages filtrants, c'est le système économique que les grévistes entendent toucher pour alerter le gouvernement de leur opposition à la réforme en cours. Coup de projecteur sur l'un de ces blocus ce matin aux portes de Nîmes à Saint-Césaire avec Olivier Michel. Nouvelle action matinale à l'actif de l'intersyndicale départementale. Ce matin, dès 9h, c'est la zone industrielle de Saint-Césaire qui a été prise pour cible. Les grévistes ont notamment bloqué l'accès à la plateforme logistique d'Auchan. C'est un barrage filtrant, c'est-à-dire que les salariés venant travailler ou voulant rentrer chez eux, on les laisse passer. Bon, effectivement, pour les camions, eux, ils sont bloqués, il n'y a rien contre les chauffeurs, mais bon, c'est de montrer que le mécontentement est toujours là, que l'action ne s'essouffle pas, bien au contraire, elle se poursuit. Je crois que la cote de popularité ne fait qu'augmenter. 70% des Français qui soutiennent ce mouvement, donc les syndicats ne sont pas prêts de s'arrêter, les salariés non plus, et on le prouve en étant présents aujourd'hui. Une action diversement appréciée dans les rangs des chauffeurs de poids lourds bloqués depuis le début de matinée. Ah ben, je suis tout à fait d'accord. Ça vous dérange pas de patienter? Non, du tout, non. Moi, je pense qu'ils embêtent tout le monde et que voilà, et qu'on devrait laisser travailler ceux qui veulent travailler, voilà, et pas bloquer. En plus, un vendredi, alors qu'ils savent très bien qu'il y a des chauffeurs qui habitent pas ici et qu'il va falloir qu'ils rentrent chez eux. Moi, j'attends pour aller charger et travailler. Pour partir sur Annecy. Voilà. Mais ça me gonfle. L'intersyndicale a annoncé que d'autres actions coup de poing étaient d'ores et déjà prévues en attendant la prochaine journée de mobilisation nationale fixée au jeudi 28 octobre. Et toujours au chapitre social, sachez que suite à un mouvement de grève reconductible d'une partie du personnel, des perturbations sont attendues sur les lignes du réseau Tango entre 8h30 et 10h30 la semaine prochaine. Service perturbé donc pour l'ensemble des lignes, excepté pour la ligne des 7 collines qui bénéficiera d'une circulation normale. Pour plus d'informations, vous pouvez contacter Tangobus via son site internet tangobus.fr ou son serveur vocal au 0820 22 30 30. Un mot de judiciaire avec la mise en examen aujourd'hui d'un groupe de malfaiteurs pour homicide volontaire et vol à main armée en bande organisée. Mise en examen décidée par le procureur de la République de Nîmes et qui fait suite à la défenestration le 23 juillet dernier d'un homme âgé de 26 ans qui était tombé du 4e étage d'un immeuble du chemin bas d'Avignon. La victime, originaire de Seine-Saint-Denis, qui présentait des entraves au niveau des genoux et des poignets, aurait été la victime d'un règlement de compte entre bandes à la suite du vol d'un carton de paquet de cigarettes à Lunel. L'objet du délit d'une valeur de 150 000 € avait ensuite été dérobé par une seconde bande malfaiteur à Nîmes sur les informations supposées de la victime qui avait participé au premier vol. Je vous propose d'écouter les explications du directeur du service régional de police judiciaire ainsi que le procureur de la République interrogé par Franck Chassagnon. Suite au braquage, il y a eu un problème au sein de l'équipe puisque la marchandise qui avait été dérobée à Lunel a à nouveau disparu. Et la victime a été suspectée d'être à l'origine de cette disparition. À partir de là, on peut penser qu'elle a été amenée plus ou moins de force dans cet appartement où elle a dû être fortement questionnée et pour finir ensuite défenestrée et tomber du 4e étage. On peut, à travers les éléments qu'on a dans le dossier, avoir un peu des convictions et notamment peut-être cette conviction que le décès peut être lié éventuellement à une suspicion, disons, d'un double jeu qui aurait pu être commis par la victime à l'égard des auteurs du vol à main armée. On peut penser aussi, à travers les éléments que nous avons, que la victime avait aussi pu participer au vol à main armée de Lunel, des cartons de cigarettes au départ.
Et dans l'actualité locale, c'est hier qu'a été posée la première pierre de la maison médicale de garde et de l'extension des urgences. Un nouveau lieu d'accueil qui vise à fluidifier le parcours des patients au sein du CHU Caremo, mais également offrir une meilleure gestion des lits ainsi qu'une plus grande lisibilité du rôle du service social. À l'horizon 2011, c'est une nouvelle structure de service qui se met donc en place, notamment par la présence de médecins généralistes de nuit. Les explications de Nicolas Pinchino. Réalisées il y a une quinzaine d'années, les urgences du CHU de Nîmes devenaient trop petites pour absorber le trafic auquel elles étaient soumises. Rien que depuis 2003, on compte 20% de fréquentation en plus. C'est donc un doublement de la surface qui est en cours de réalisation dans le prolongement du bâtiment déjà existant. Il fallait l'agrandir, mais il fallait l'agrandir sur place. Il a fallu donc véritablement rechercher les possibilités d'agrandissement et faire en sorte que ce service d'urgence qui est proche du plateau médico-technique, de la réanimation, du bloc, de l'imagerie, reste là. C'est pour ça que l'étude a été un peu longue. Donc on double la capacité. Ça ne va pas se sentir parce que déjà cette capacité de fait avait augmenté et nous étions saturés. Mais je pense que quand même les conditions de répartition des patients seront bien meilleures. Autre nouveauté, c'est la création d'une maison médicale de garde, un service ouvert par et pour les médecins généralistes qui pourront ainsi accroître leur disponibilité auprès du public au-delà de leurs horaires de consultation classiques. Quand nos cabinets sont fermés, on est content de se reposer et de savoir que nos patients sont pris en charge par des médecins généralistes pour des soins de médecine générale, c'est-à-dire en soirée de 20h à minuit, le samedi de midi à minuit et le dimanche et les jours fériés de 8h du matin à minuit. La maison médicale de garde sera ouverte dès le mois de janvier 2011. Quant aux urgences, elles seront en fonctionnement total à la fin de l'année 2011. Avec ce nouveau service des urgences, le CHU a également entrepris un grand chantier de réorganisation des services, et en interne et entre public et privé, afin d'optimiser l'accueil des publics. On reste à Nîmes où s'est ouvert aujourd'hui au Parc des Expositions le 14e salon de l'immobilier. Pendant 3 journées, les différentes questions liées à l'habitat vont être déclinées sous différentes thématiques par le biais notamment de conférences. Ont été notamment abordés cet après-midi des éclaircissements sur la loi Cellier ainsi que sur les conditions d'achat et de vente des biens. Un sujet développé par un représentant de l'Observatoire de l'immobilier qu'Olivier Michel a rencontré. Si je dois donner un conseil à des primo-accédants, c'est effectivement, encore une fois, c'est le moment d'acheter, on en parle beaucoup, mais tout est réuni pour ça. Les taux d'intérêt sont bas, les prix ils sont arrivés à un stade où c'est devenu intéressant. Alors dire qu'on espérait qu'ils descendent plus, bien sûr, tout le monde espère toujours qu'ils descendent plus, mais franchement, d'après ce que je peux voir, d'après le Gard, ce que représente le Gard, c'est toujours l'offre et la demande. Je dirais, il y a de la demande sur le département et de plus en plus, donc c'est un département qui reste prisé, des prix qui sont accessibles, des taux qui sont intéressants. Il y a peu de chances qu'on descende beaucoup plus bas. Et donc c'est vrai qu'entre l'année dernière à cette époque-là au salon de l'immobilier et cette année, par exemple, sur un emprunt ou sur un achat d'un bien à 150 000 €, on va se retrouver avec une baisse des taux d'intérêt qui est telle qu'on récupère quasiment les frais de mutation en termes de prix, que ce soit à peu près 10 000 €. 10 000 € de pouvoir d'achat supplémentaire entre l'année dernière et cette année. Un salon de l'immobilier qui s'intéresse plus particulièrement cette année à la thermographie aérienne du territoire de l'agglomération nîmoise, un sujet que nous avions abordé la semaine dernière sur Télémiroir dans le cadre de notre émission Forum. Les questions d'isolation des habitations mises à jour par le biais de cartes thermiques, décryptées sur place par des spécialistes de la question avec comme enjeu principal les économies d'énergie. Alain Bellon a justement rencontré une nîmoise dont le profil thermographique de l'habitation a révélé quelques précieux enseignements. Je vous propose de l'écouter. Le 21 janvier 2010, un avion a survolé la ville de Nîmes pour réaliser une thermographie. De cette opération, une cartographie a été réalisée. Celle-ci fournit aux habitants de manière claire et pédagogique des indications quant à la qualité de l'isolation de leur toiture. Vu que 30% des déperditions de chaleur d'un bâtiment s'effectuent par le toit. Un état des lieux qui aide élus et particuliers à favoriser la réalisation de travaux. Un passage indispensable mais bien souvent difficile. Mais certains franchissent le pas, comme Madame Reynaud, après avoir vu sa maison. Ça faisait longtemps qu'on pensait faire ces travaux-là. On se disait il faut qu'on fasse quelque chose pour améliorer l'isolation de notre maison, pour faire des économies d'énergie. Mais je reconnais que c'est, ayant entendu parler de cette campagne aérienne de thermographie opérée par Nîmes Métropole et la mise à disposition gratuite de la vue de notre maison,
qui nous a incité et encouragé à faire la démarche. Donc par cette information-là, j'ai tout simplement appelé Nîmes Métropole qui m'a réorienté sur l'espace info-énergie du CAUE dans lequel j'ai été reçue par un conseiller et pendant 1 heure on a débattu de comment faire des économies d'énergie et par quoi commencer. Et on a conclu, on m'a confirmé dans ce que nous pressentions, c'est qu'il fallait commencer par l'isolation des combles. On reconnaît très bien la forme de la maison et on peut deviner tout à fait les pièces de la maison et ça c'est fabuleux je trouve parce que j'ai pu voir à travers cette vue aérienne quelles étaient les parties de la maison qui étaient plus défaillantes en matière d'isolation et lesquelles étaient mieux isolées quoi. Et je me rends compte que c'est la partie ouest au-dessus de la cuisine par exemple qu'il faut renforcer l'isolation. Et ça, on le voit très bien. On a une toute petite partie avec un dôme vitré. Et là, c'est bleu, quoi. Donc, il y a une déperdition à cet endroit-là. Et d'énergie et financière. Et à notre rendez-vous de ce week-end nîmois avec le marché aux puces qui fera son retour sur le marché-gare, route de Montpellier, dimanche. Autre marché qui va créer la surprise à Arles demain. En effet, le maire Hervé Schiavetti a annoncé cet après-midi l'annulation du marché du samedi matin sur sa commune, l'un des plus importants de Provence avec 600 commerçants non sédentaires. Raison invoquée, la grève du personnel municipal en charge de la propreté. Avec l'automne se décline actuellement la saison des festivals taurins. Comme chaque année, le club taurin Toros y Caridad de Rodilhan donne rendez-vous ce week-end pour 2 grandes journées taurines de bienfaisance avec l'organisation de 2 courses et d'une tienta gratuite dimanche matin. Demain samedi à 15h, les 5 derniers vainqueurs de Graines de Torero fouleront le sable des arènes de Rodilhan pour défier 5 novios de François André, alors que le lendemain à 15h30, des toreros retirés comme Chinito et Patrick Varin en découdront avec de jeunes matadors tels Marc Serrano, Julien Miletto, Jonathan Verrune ou encore le noviero arlésien Matteo Julian face à une palette d'élevage français. Je vous propose d'écouter la présidente du club taurin organisateur de ces 2 journées taurines à Rodilhan. Pour nous, c'est très important parce que ça prouve qu'on a toujours bien réussi à organiser les choses et on a toujours été très bien encadré par les matadors, les ganadères aussi et une équipe toujours bien soudée. Pour fêter ce festival qui est quand même un peu exceptionnel, nous avons fait appel à tous les matadors de Nîmes. Samedi, vainqueur de Graines de Torero, c'est un festival qu'on a créé en venant à Rodilhan en hommage pour remercier la mairie de Rodilhan. Et le dimanche, on retrouve des matadors en activité, d'autres qui sont déjà retirés et un noviero. 2 journées taurines dont les bénéfices seront reversés aux associations La Clé et ARS qui s'impliquent respectivement en faveur de l'accueil des parents dont les enfants sont hospitalisés ainsi que pour la recherche sur la sclérose en plaques. Précisons par ailleurs que c'est l'association Rêve-Gare qui devait initialement toucher les bénéfices de ce week-end, mais la direction nationale de cette structure associative a annoncé qu'elle n'acceptait pas l'argent d'un spectacle taurin avec mise à mort. Fin de citation. Et nous ouvrons une page sportive avec les préparatifs d'un nouvel événement au niveau régional, le premier Open de tennis Sud de France à l'Arena de Montpellier. 4 jours après la clôture de la foire de Montpellier, les équipes techniques se sont activées pour transformer la salle multifonction en un court de tennis de surface rapide, comme vous pouvez le constater sur ces images tournées par Jean Brun. Une première édition qui intègre la catégorie ATP 250 et qui remplace dans le calendrier le Grand Prix de tennis de Lyon. Je vous propose d'écouter l'un des responsables de l'organisation de ce tournoi qui évoque la performance des équipes techniques de l'Arena. C'est un très gros challenge en termes de délai bien sûr, en termes surtout effectivement de délai, en termes de capacité, en termes de faisabilité. Parce que c'est vrai que pour nous c'est une grande première aussi, donc on a quand même pas mal travaillé là-dessus pour pouvoir arriver à monter cet événement avec le peu de temps qu'on avait entre la foire qui était juste avant, la foire de Montpellier, et cet événement-là. Puisqu'on a commencé le montage lundi soir, après la foire de Montpellier, et on doit livrer le cours vendredi à 14h pour les premiers joueurs qui vont venir et s'essayer sur le cours, quoi.
Un tournoi dont les qualifications débuteront demain samedi avec la présence de 21 joueurs de grande renommée, parmi lesquels le vainqueur de la dernière édition du tournoi de Lyon, le Croate Ivan Ljubicic, mais également Nicolaï Davydenko, Robinas, sans oublier les Français Wilfried Tsonga, Gaël Monfils ou encore Richard Gasquet, le joueur natif de Sérignan, actuellement 28e au classement ATP, qui retrouve donc l'héros pour un tournoi des plus particuliers, lui qui a remporté au printemps dernier l'Open de Nice Côte d'Azur. Richard Gasquet que vous avez vu sur ces images de Jean Brun en train de découvrir l'Arena Montpellier, version court de tennis. Rappelons que Richard Gasquet avait remporté en 2006 le Grand Prix de tennis de Lyon, l'Open, donc auquel l'épreuve de Montpellier a succédé. Toujours au chapitre sportif, Angelo Bassinas, le milieu de terrain grec de l'AC Arles Avignon, a trouvé aujourd'hui un accord avec le club provençal pour résilier son contrat. Arrivé au mois d'août dernier à Arles, Bassinas, âgé de 34 ans, qui n'a jamais réussi à s'imposer au sein de l'équipe, a invoqué des raisons familiales pour justifier son départ. Rappelons que l'ACA accueillera dimanche l'Olympique lyonnais au Parc des Sports d'Avignon dans le cadre de la 10e journée de Ligue 1. Et puis demain samedi, le HBCN reçoit Cergy-Pontoise au Parnasse à partir de 20h, alors que dimanche, toujours à 20h, l'USAM tentera de réaliser un exploit sur le parquet de Chambéry dans le cadre des quarts de finale retour de la Coupe de handball de la Ligue de handball masculin. Et puis 24 heures après le lancement de sa 53e édition, le Critérium des Cévennes va retenir ce week-end toute l'attention des passionnés de sport automobile. L'avant-dernière manche du championnat de France des rallyes a vu ce matin Jean-François Mourgue réaliser le meilleur temps de la première spéciale. 3 épreuves ont suivi cet après-midi avec une domination de Cédric Robert lors d'une journée marquée par plusieurs incidents de course. Récit de ces dernières 24 heures par Olivier Brachard. Après la spéciale de nuit de la veille pour classer les pilotes, ce premier jour des Cévennes a tenu toutes ses promesses. Au programme, 3 spéciales connues des amateurs du Critérium. Les 170 coureurs doivent y faire 2 passages, un le matin et un l'après-midi. Le matin, ce sont les 2 307 WRC qui se distinguent. Jean-François Mourgue, le Gangeois, remporte la première spéciale de 21 km. Il devance de 3 secondes le leader du championnat de France, Cédric Robert, qui n'est visiblement pas du matin. Je me suis peut-être pas assez réveillé de bonne heure. Non, ça a été bon un petit peu. J'en ai pris un petit peu dans la première ce matin. Il a fallu que je me réveille dans la 2. Et puis voilà, on n'a pas la pleine puissance avec la voiture, mais bon, ça va être résolu à l'assistance, donc tout va bien. Dans la première, ça a été, on a bien roulé, on fait le meilleur temps. Après, dans la 2, c'était un petit peu plus compliqué parce que le départ est très étroit, il n'y a pas beaucoup de grippe. En partant un peu froid, j'ai pas trop osé attaquer. Et c'est vrai que sur la première partie de la montée, on prend 5 secondes. Bon, c'est pas énorme. Mais la surprise du jour, c'est la bonne tenue de Brian Bouffier, pourtant moins puissant que les WRC avec sa Peugeot S2000. Hélas pour lui, il perd une quarantaine de secondes, bloqué par Romain Dumas dans la spéciale entre Le Vigan et Pommier. On ne pouvait pas le passer, donc il a fallu attendre que les spectateurs viennent et dans l'opération on perd 40 secondes. Donc c'est sur la caméra embarquée, donc j'espère que l'organisateur va être clément avec nous et qu'il va recalculer tout ça pour qu'on puisse se battre pour la victoire. Car Brian Bouffier a 2 petits points seulement de Robert au classement du championnat de France. Et dans un grand jour, il remporte les 3 spéciales de l'après-midi. Au classement provisoire, Robert devance Mourgue de 30 secondes, Bouffier de 40. Mais les organisateurs du rallye devaient se réunir dans la nuit pour peut-être annuler les 40 secondes de retard de Bouffier. Et un critérium des Cévennes sur lequel nous reviendrons très largement lundi prochain dans le cadre de notre émission Miroir des Sports. Et puis comme chaque soir, nous refermons ce journal avec le festival de musique L'Aglo au rythme du jazz et les concerts proposés depuis le début du mois d'octobre sur les communes de Nîmes Métropole. Ce soir, Nicolas Pinchino vous propose de découvrir la performance réalisée mardi par le John Scofield Trio sur la scène de la salle des fêtes de Sainte-Anastasie. Une guitare, une basse et une batterie pour un jazz évolutif surfant sur des influences de funk, de soul et de groove. Ce soir, c'est la fête à Aubarn, Sainte-Anastasie. Nous sommes enchantés de faire ce plateau From Oak to USA.
Kosianats en occitan, comment ça va? Et ce jazz occitan qui remonte jusqu'aux États-Unis, puisque le jazz vient des États-Unis, et c'est toujours d'actualité, c'est toujours up to date, c'est pas du réchauffé, c'est Kosianats et on a envie que ça continue. John Scofield il est venu à Nîmes plusieurs fois, il est venu à la salle à l'époque à Pablo Neruda, la salle qu'on appelait 308, déjà avec son bassiste emblématique Steve Schwalow, et puis à l'époque c'était Adam Nussbaum à la batterie. Il est venu évidemment avec Miles Davis dans les arènes, donc c'est un habitué de la scène nîmoise. Il y a le blues, il y a le soul, il y a le bop, il y a Django, il y a toute la guitare jazz dans le jeu de John Scofield. Il y a tout le jazz qu'on aime et c'est un magnifique trio. Et le festival se poursuit tout au long du week-end avec un concert ce vendredi soir de la chanteuse Roberta Gambarini à la salle des fêtes de Cernac, suivi d'une nouvelle soirée samedi à la salle des fêtes de Millau, puis la clôture du festival dimanche après-midi à la salle des arènes de Manduel. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Marlène Laroche pour une émission spéciale de Territoire qui reviendra sur les meilleurs moments de la dernière feria des vendanges de Nîmes. On se retrouve lundi pour une nouvelle semaine. Très très bon week-end sur Télémiroir.